Si tu cherches une caméra pas chère avec une bonne qualité d'image pour te lancer sur YouTube, pour faire des sketchs, des courts-métrages, des tutos make-up, des vidéos de voyage ou bref, n'importe quoi d'autre, aujourd'hui tu as trois options qui sont abordables. La première, c'est tout simplement ton smartphone. Là, niveau prix, on peut dire que c'est une caméra qui est vraiment pas chère parce que il y a de fortes chances que tu l'aies déjà achetée. Et en plus, les images qu'on peut en tirer sont plutôt convenables, même avec un smartphone entrée de gamme. La deuxième option, c'est l'appareil photo numérique. Entre 400 et 500 euros environ, ça dépend des marques, des modèles, puis aussi des offres promotionnelles, mais c'est à peu près le budget minimum pour avoir un appareil complet et qui tient la route surtout. Et ça, je te déconseille fortement, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de la troisième option que absolument tout le monde a oublié, ce bon vieux caméscope avec lequel je suis en train de me filmer actuellement, donc je ne peux pas te le montrer, mais crois-moi, il est là. Alors je sais que c'est pas aussi classe qu'un A7S III monté dans une cage avec un Ronin, un moniteur externe et des tonnes d'autres merdes accrochées autour, et pourtant, ce petit caméscope tout pourri à 400 euros est probablement le meilleur rapport qualité-prix que tu puisses trouver aujourd'hui pour faire tes vidéos. Et même le meilleur choix que tu puisses faire pour faire des vidéos. Évidemment, c'est pas comparable avec un smartphone, ni avec un hybride, mais je vais quand même me permettre de faire quelques petites comparaisons de temps en temps, histoire de mettre en avant tous ces petits détails qui font que cette caméra, enfin, pas forcément celle-ci, mais ce style de caméra, c'est ce que tu dois acheter si tu veux te lancer dans la vidéo dans 90% des cas. Alors là, tu es peut-être en train de te dire que c'est bizarre parce que quand tu regardes les caméras utilisées sur YouTube, c'est rarement des caméscopes, c'est souvent plutôt des hybrides, comme ça. Et ça, je t'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi tout le monde sur YouTube utilise des hybrides plutôt que des caméscopes. Tu verras, il y a une raison à ça et c'est pas ce à quoi tu penses. Pour l'instant, laisse-moi te présenter cette merveille et te montrer pourquoi c'est LA caméra qu'il te faut. Ce caméscope est un VX870 de la marque Panasonic. C'est loin d'être le meilleur, il est assez vieux et c'est un modèle grand public qui se situe plutôt en entrée de gamme, voire milieu de gamme. Aujourd'hui, on le trouve neuf aux alentours de 400 euros, donc moins cher qu'un hybride. Et la particularité sur ces machins, c'est qu'on va avoir un capteur un peu plus gros que celui d'un smartphone, donc ça c'est cool, mais aussi beaucoup plus petit que celui d'un hybride. Ça, c'est moins cool. Mais en fait, on s'en fout, l'important c'est pas la taille du capteur, c'est le rendu qu'on a avec. Et là, voici des images tournées avec ce caméscope, histoire que tu puisses voir ce que ça donne. Sur ce modèle, on peut filmer jusqu'en 4K à 25 fps ou alors en 1080p à 50 fps. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça permet de faire déjà plein de choses. On peut même monter jusqu'à 120 fps, mais la qualité d'image est plutôt dégueulasse. Ça reste une fonctionnalité, mais c'est plus anecdotique qu'autre chose, donc on n'en parlera pas. Comme tu peux le remarquer, on a aussi un zoom intégré jusqu'à 20 fois, donc c'est un zoom optique, pas un zoom numérique. Et là encore, ça permet de faire plein de trucs intéressants. Et honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la qualité d'image est plutôt sympa. Je ne me vois pas réaliser un film avec ça, bien sûr, mais pour filmer un voyage, pour tourner une vidéo dans ma chambre ou faire un reportage, je pense que ça fait le boulot. On a une image qui est bien détaillée, des jolies couleurs, un peu de profondeur de champ, et on peut jouer avec le zoom pour changer la focale et s'adapter dans plein de situations et être créatif. Donc, en termes de qualité d'image, il n'y a rien à dire. Ok, on n'a peut-être pas d'effet de flou artistique comme sur un hybride, oui, on a un capteur plus petit, et on est bloqué avec un seul objectif, mais l'image est tout à fait acceptable. Pas de bruit numérique dégueulasse, pas d'aberration chromatique, pas de distorsion, ça passe largement le contrôle technique. Mais là où ce genre de caméscope devient vraiment un excellent choix, c'est au niveau de ses fonctionnalités. Ici, je te parle du mien, mais sache que tous les autres caméscopes autour de ce prix auront les mêmes fonctionnalités, parfois même plus, alors ne t'attarde pas trop sur le modèle que je te présente. Je fais cette vidéo pour te parler des caméscopes en général, pas pour te parler de celui-ci. Et pour les fonctionnalités, c'est là que je vais commencer à comparer les caméscopes avec les appareils hybrides. Même si c'est pas comparable, on est d'accord. Pour faire simple, tous les appareils photo ont une qualité d'image plus ou moins équivalente. Évidemment, c'est plus subtil que ça, mais ce que je veux dire, c'est que entre un Sony Alpha 6100 et un Lumix GX80, il n'y en a pas un qui va avoir une image parfaite et l'autre une image qui va être dégueulasse. Les deux vont faire de très belles vidéos. Ce qui va surtout différencier ces appareils et conditionner ton choix vers l'un ou l'autre, ça va être les fonctionnalités qu'ils embarquent. Par exemple, sur le Sony, il y a une prise jack pour brancher un micro, et sur le Lumix, il n'y en a pas.
Et ça peut être vraiment emmerdant parce que pour filmer, on s'en branle, mais si tu comptes emmener ta caméra un petit peu partout pour faire des interviews, une prise micro, c'est vraiment un confort non négligeable. Ça veut dire qu'avec le Sony, tu as juste à prendre ton appareil, un micro et c'est réglé, alors qu'avec le Lumix, il faut prendre ton appareil, un micro, un enregistreur externe et ensuite synchroniser l'audio et la vidéo. Un appareil photo, c'est fait à la base pour prendre des photos et c'est normal que les fonctionnalités qui soient utiles à la vidéo ne soient pas toujours présentes dans les boîtiers comme ça ou ne soient pas toujours très accessibles. Donc je ne vais pas te faire une liste complète, mais tu vois ce que j'essaie de te montrer, c'est qu'il y a toujours des compromis à faire quand tu achètes un appareil photo que tu vas utiliser comme caméra vidéo. Je vais prendre celui-là parce qu'il a une prise casque. Ah mais finalement lui il a un écran qui se déplie. Ah ouais, mais celui-là, il permet d'enregistrer sans limite de temps, donc ça m'aiderait vachement bien pour faire des longues interviews. Ah, mais celui-là, il est encore mieux parce qu'il a une plus grosse batterie. Et ah merde, il n'a pas de prise micro par contre. Voilà. Donc c'est ce genre de compromis que tu n'as pas avec un caméscope. Sur cette caméra, on retrouve une prise micro, mais aussi une prise casque pour monitorer le son en direct. Alors chez Panasonic, je ne comprends pas trop pourquoi, mais ils ont placé cette prise sur le devant de la caméra. C'est un peu débile, mais en tout cas, elle est bien là et c'est vraiment cool de l'avoir. On a aussi un écran tactile entièrement orientable, un cache-objectif intégré qui s'ouvre et qui se ferme quand tu mets la caméra en route. Pas besoin de te faire chier avec un bouchon que tu enlèves et que tu sais pas trop où foutre une fois que tu l'as entre les mains pour pas le dégueulasser. Il y a aussi une prise micro USB pour connecter la caméra sur un PC ou la recharger sur secteur ou sur batterie externe. Et à propos de la batterie, elle est située à l'arrière, ce qui fait que quand ta caméra est fixée à un trépied ou sur une attache rapide, tu peux directement l'enlever sans avoir à tout démonter. Pareil pour la carte SD, elle reste accessible. On peut même filmer sans avoir de batterie branchée à l'intérieur de la caméra tant qu'elle est reliée sur secteur. Autre petite curiosité de Panasonic, on a une griffe mais elle n'est pas intégrée au corps de la caméra. C'est un accessoire fourni qui vient se fixer à l'arrière. Au début je trouvais ça complètement con et finalement je m'y suis fait et à l'usage on se rend compte que c'est même pas si débile que ça, c'est même plutôt pratique. Il est également possible d'utiliser cette caméra en Wi-Fi pour avoir un retour sur son smartphone ou sur une tablette et on peut entièrement contrôler la caméra comme ça si on en a envie. D'ailleurs, pour la connexion Wi-Fi, je ne m'en sers jamais, mais si ça t'intéresse, sache que la latence est vraiment très faible, c'est vraiment utilisable et c'est la même application pour tous les appareils photo Lumix. Bien sûr, il y a une connectique HDMI et pour recharger la batterie, on a le choix entre l'USB, comme je t'ai dit tout à l'heure, ou alors directement sur secteur avec un câble qui est fourni lui aussi. Et sur le devant, on a une petite molette pour les réglages manuels. Parce que oui, contrairement aux idées reçues, ces caméscopes peuvent être réglés manuellement tout comme un appareil photo hybride. On peut régler le focus manuellement avec un focus picking comme assistance. On peut régler la balance des blancs, le shutter speed et l'ouverture et même les ISO. Mais en général, sur ces caméras, les ISO sont liés à l'ouverture. Ça dépend des caméras, mais très souvent sur les caméscopes, tu peux juste fermer ou ouvrir au maximum. Et au-delà, dès que tu ouvres au max, c'est les ISO qui vont monter. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux que ça intéresse, celui-là ouvre jusque f1.8 en grand angle, c'est quand même pas mal, on est d'accord, et f3.6 en zoomant au maximum. Et ta seule façon d'augmenter les ISO, ça va être d'ouvrir au max, donc f1.8, et ensuite, seulement à partir de là, tu pourras augmenter les ISO qu'ils appellent le gain mesuré en dB. C'est d'ailleurs tout à fait logique qu'on parle de gain et pas d'ISO sur une caméra, mais bon, c'est pas le sujet. Ça veut dire, et j'irai pas plus loin parce que je suis pas sûr que sur cette chaîne il y ait des passionnés de photos, mais ça veut dire qu'avec ce genre de caméra, tu peux pas fermer le diaphragme et monter les ISO pour compenser. Mais on est d'accord que personne fait ça, donc on s'en fout. À part si tu cherches à faire quelque chose de bien particulier, mais la plupart du temps, tu vas pas filmer à f15 et 12 000 ISO, donc c'est bon. Sinon, on a différents modes automatiques et des pré-réglages par scène. C'est classique, c'est les fameux modes IA, IA+, et compagnie. L'autofocus, il fonctionne assez bien. Franchement, ça va. Bon, c'est l'autofocus Panasonic, donc évidemment, c'est de la merde. Mais c'est à peu près la même chose que tu as sur les appareils photo pas chers ou sur les smartphones ou sur un GH6. Désolé, mais il faut le dire. Panasonic, votre autofocus est une vaste blague qui dure depuis bien trop longtemps, mais on est obligé de faire avec. Donc si tu passes d'un smartphone à un caméscope, tu vas pas avoir l'impression de perdre beaucoup au change. Niveau autofocus, c'est à peu près le même style. Et tu as même la possibilité de suivre des visages ou des objets en mouvement. Tu peux aussi paramétrer le focus automatique pour qu'il se concentre que sur un visage en particulier, s'il y en a plusieurs à l'écran. Et bien sûr, tout ça, ça reste désactivable. C'est une assistance, c'est sympa, mais tu n'es pas bloqué avec. Tu peux tout virer et être en full manuel. Autre point positif, et pas des moindres, l'optique intégrée et stabilisée mécaniquement. Tu peux désactiver cette stabilisation si tu en as envie, ou alors régler sa puissance ou même la verrouiller dans certaines directions.
Concrètement, ça te permet de filmer sans trembler dans tous les sens. Et là, tu vois, je fais exprès de bouger la caméra et comme tu peux le voir, ça reste bien stable. C'est vraiment bluffant. Si je désactive la stabilisation, on voit bien la différence. Là aussi, ça peut paraître évident, mais on n'a aucune limite d'enregistrement. Si tu veux filmer pendant 5 heures, tu peux, contrairement à beaucoup de boîtiers qui vont s'arrêter au bout de 30 minutes ou alors qui vont surchauffer. Et avec ce genre de caméscope, tu n'as aucun risque de surchauffe parce que ce sont des caméras qui ont été spécialement conçues pour enregistrer de la vidéo. Et à l'intérieur, tu auras un petit ventilateur généralement pour refroidir tout le merdier. Donc si tu décides de brancher ta caméra sur secteur et de filmer en 4K pendant 24 heures, tu peux. Ta seule limite, ça va être la taille de ta carte SD. Ce truc est fait pour filmer et il n'y a vraiment aucune limitation matérielle ou logicielle qui t'empêchera de filmer, peu importe les circonstances. Perso, avec une batterie, j'ai déjà filmé plus de 50 minutes de 4K en continu avant de manquer de jus. Et sur secteur, j'ai déjà filmé plus de 2 heures en 4K sans interruption, pas de message d'alerte, pas de surchauffe, rien à dire. Alors je ne vais pas te faire une présentation complète parce qu'en vrai on s'en bat un peu les steaks de cette caméra. Je ne vais pas te montrer les menus et tous les réglages disponibles, mais il y a vraiment plein d'autres petits trucs intégrés là-dedans qui peuvent te faciliter la vie. Il y a un pare-soleil fourni qui peut se révéler bien pratique dans certaines occasions, un petit éclairage LED qui peut dépanner, il y a même un mode Night Shot qui va venir enlever le filtre infrarouge à l'intérieur de la caméra pour filmer de nuit, il y a même une puce NFC pour rapidement associer ton smartphone à la caméra sans avoir besoin de paramétrer quoi que ce soit d'autre, un gyroscope pour mettre la caméra à niveau, il y a même, évidemment, ça j'ai jamais utilisé, mais il y a un programme intégré pour monter des vidéos à partir du caméscope. Alors bon, ça reste très simple, c'est juste des effets de transition, des titres et voilà, mais je trouve ça quand même dingue de dire que on peut monter ces vidéos à partir d'un caméscope. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour filmer et bien filmer. C'est polyvalent, ça prend pas de place, c'est super léger et ça coûte pas si cher. Et c'est ça que je voudrais mettre en lumière dans cette vidéo, c'est que les caméscopes, on va pas se mentir, c'est super ringard. La dernière fois que tu en as vu un, c'était sûrement au mariage de ta cousine et c'était tonton Michel qui le portait. Et c'est à cause de cette image des caméscopes qu'on a que plus personne n'en veut aujourd'hui. Pourtant, depuis les années 90, on a fait énormément de progrès. Tu as vu toi-même, ce truc fait de très belles images, mais personne ne s'y intéresse parce que justement, les gens qui achètent ces caméscopes aujourd'hui, c'est toujours tonton Michel. Et tonton Michel, quand il filme comme ça. Alors forcément, quand tu cherches une caméra et que toutes les vidéos tournées au caméscope ressemblent à ça, quand tu vois ce genre d'image, tu te dis c'est de la merde. Mais c'est pas la caméra le problème, c'est le mec qui la porte. Donc j'aimerais vraiment redonner ces lettres de noblesse à ces caméscopes parce qu'on les a oubliés, alors que, je le répète, c'est sûrement le meilleur choix que tu puisses faire pour faire des vidéos. Pour 400 €, ou même moins cher si tu prends l'occasion, tu as un truc qui est complet. Tu as une caméra qui fait de la 4K avec une bonne qualité d'image, un bitrate correct, un zoom, une optique stabilisée, une entrée micro, une sortie casque, pas de surchauffe, entièrement règlement manuel. Quoi d'autre T'as que des points positifs là-dessus. À titre d'exemple, juste pour comparer, imaginons que je veux aller filmer des gens sur un salon, genre une convention, Japan Expo, je sais pas quoi. Voilà tout ce dont j'ai besoin. J'ai juste pris le caméscope, j'ai rajouté ici un micro externe sans fil, et après, j'ai plus qu'à brancher un casque ou des écouteurs, et c'est bon. J'ai une installation complète pour prendre des images et du son. Si je voulais avoir un équivalent avec un hybride au même prix, il faudrait que je rajoute un enregistreur externe pour le micro, une cage pour fixer l'enregistreur à la caméra, sinon tu as des câbles partout et ça risque de se débrancher en tirant un peu dessus. Éventuellement un petit éclairage d'appoint, on ne sait jamais. Et suivant le boîtier que j'ai ou l'objectif que j'utilise, il faudrait peut-être même rajouter un stabilisateur suivant ce que tu veux faire. Au final, tu te retrouves avec énormément de matos qui coûte cher, qui pèse lourd, qui prend de la place et qui n'est pas pratique à utiliser que ce soit sur le terrain ou même une fois rentré chez toi pour la post-production. Bref, je pense que tu as compris que mon cœur penche plutôt vers les caméscopes et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont envie d'acheter une caméra et qui n'y ont pas pensé parce que personne n'en parle. Alors attention, j'ai rien contre les hybrides, c'est vraiment très bien, il y a plus de flexibilité, plus de contrôle, mais c'est pas la réponse à tout. La plupart du temps, un caméscope fera tout aussi bien le travail, même beaucoup mieux pour moins cher. Et faut être honnête, ce que les gens recherchent, c'est avant tout quelque chose de simple à utiliser,
qui est tout en un avec de bons résultats. Tout le monde n'a pas forcément envie de se casser la tête avec des réglages compliqués, de casser sa tirelire aussi pour se payer un objectif à 500 $, puis rajouter du matos en plus pour faire de la prise de son. C'est pour ça que je te déconseille d'investir dans un hybride pour te lancer dans la vidéo. Ce genre d'appareil demande beaucoup de maîtrise pour être vraiment intéressant. La plupart du temps sur YouTube, je vois des gens filmer avec un hybride à 1000 €, mais ils sont pas foutus de faire les mises au point, ou alors ils sont constamment surexposés, ou alors ils filment en flat et ils laissent l'image comme ça en pensant que ça fait professionnel. Et ça, c'est la faute à des dizaines, non, à des centaines plutôt, de youtubeurs qui passent leur temps à vanter les mérites de leur super caméra trop géniale et qui poussent tout le monde à acheter du matos qui sera mal utilisé ou sous-exploité. Si t'es pas passionné par la photo et si tu comptes pas te lancer dans la production d'un long métrage avec des exigences particulières en termes d'optique, de colorimétrie, de lumière, de format, d'encodage ou je sais pas quoi, c'est pas la peine d'acheter un boîtier hors de prix avec un objectif qui coûte le prix d'une couille. Le caméscope de ton Michel est la solution faite pour toi. Pas ce truc-là. Et même si tu veux être un petit peu plus pointilleux, sache qu'il existe des caméscopes plus haut de gamme, avec des objectifs interchangeables parfois, la possibilité d'enregistrer sur 2 cartes SD en même temps pour être sûr de ne pas perdre tes rushs, ça c'est quand même vachement cool, des filtres ND intégrés, ça c'est putain de génial, bref, il y a vraiment du matos orienté passionné ou même professionnel dans ce style, et là encore ça mérite que tu t'y attardes, si tu veux monter un petit peu en niveau. Quitte à claquer plusieurs milliers d'euros dans une caméra pour avoir un look cinéma, autant se diriger vers une vraie caméra cinéma plutôt qu'un appareil photo sur lequel tu vas faire du tuning pour combler toutes ces lacunes et qui te reviendra tout aussi cher sans être tout aussi bien. Sinon, je t'avais dit au début que je t'expliquerai pourquoi personne n'utilise de caméscope comme ça et tu l'as peut-être deviné depuis tout à l'heure, il y a 2 raisons. La première, c'est juste l'aspect photo, tout simplement. Pour rester vraiment terre à terre et pas se prendre la tête, je dirais qu'avec un appareil photo, tu vas avoir une image qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit au cinéma, tandis qu'avec un caméscope, ton image va plutôt ressembler à ce qu'on voit à la télé. Pourtant, on est d'accord, quand tu regardes David Pujadas parler du Covid ou de la guerre, David Pujadas, il n'est pas flou, l'image elle est correcte. Et quand tu vois Schwarzy botter le cul des méchants au cinéma, c'est pareil, l'image elle est correcte. Mais il y a cette différence de style, c'est pas dû à la qualité de l'image, dans les 2 cas l'image est très très bonne, c'est dû à la taille du capteur, à l'optique, à l'encodage, et à plein d'autres paramètres qui font qu'on arrive tout de suite à voir la différence entre un micro-trottoir sur BFM et des Vietnamiens qui se font dégommer à la M60. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que, d'après toi, quand tu vas te filmer dans ta chambre pour expliquer comment tu te maquilles, ça se rapproche plus du micro-trottoir ou de la M60? Tu vois ce que je veux dire? Vouloir filmer comme au cinéma un déballage de cartes Pokémon, c'est terriblement con, pas cohérent, pas pratique, une perte de pognon incroyable et surtout terriblement con. Il y a donc plus de chances que tu aies besoin d'un caméscope plutôt que d'un GH5 monté sur un Ronin. En réalité, l'appareil photo transformé en caméra, il est utile que si tu veux avoir un look cinéma. Pour faire des fausses bandes annonces, pour tourner un film de petit budget, pour faire une parodie de film, ça fait très peu d'occasions où tu en as vraiment besoin. Et si tu veux filmer, disons, une fausse émission de télé style Question pour un champion, si tu filmes ça avec ça, l'image ne va pas du tout être la bonne. Ta parodie d'émission télé sera totalement ratée parce que l'image que tu auras, ce ne sera pas une image de télé, ce ne sera pas une image de cinéma non plus, ce sera plutôt un entre-deux un peu bizarre. Et pourtant, aussi débile que ça puisse être, les influenceurs préfèrent se filmer avec des hybrides parce que c'est plus stylé. Donc si on voit plus d'hybrides que de caméscopes sur YouTube, c'est pas parce que les caméscopes sont moins bien, c'est juste parce que les youtubeurs sont terriblement cons. Et la deuxième raison pour laquelle on va souvent préférer un hybride à un caméscope, c'est souvent pour le style. Pour certaines personnes, c'est juste de la frime, faut le dire, mais pour d'autres, c'est un réel besoin que d'avoir une caméra qui soit stylée. Et c'est pas des conneries, hein. Imagine, tu veux faire une interview, tu auras l'air 100 fois plus crédible avec une grosse caméra avec plein de trucs branchés dessus qu'avec un simple caméscope comme ça tout con. Et parfois, tu as besoin de cette crédibilité pour pouvoir filmer certaines choses. C'est pas nécessairement utile, mais c'est souvent important juste pour l'image que tu renvoies. Une caméra, ça ouvre des portes, et si tu as une grosse caméra, les gens seront plus enclins à te dire oui.
Va essayer de choper une interview de The Rock avec juste un smartphone, tu vas voir que le mec il va même pas te regarder. Donc voilà, tu comprends le délire. C'est pour ça que souvent sur YouTube, tu vas voir des gens qui vont préférer acheter une caméra plus grosse et plus stylée, juste pour avoir une certaine légitimité. Moi par exemple, j'ai déjà filmé des trucs, et au lieu de les filmer juste avec mon caméscope et juste un micro branché dessus, j'aurais été très très bien comme ça. Je me suis cassé le cul à ramener des boîtiers avec des objectifs, avec des moniteurs externes, des perches avec des micros, alors que ça servait à rien, mais vraiment à que dalle. C'était vraiment overkill et c'était même chiant à utiliser pour moi. J'aurais préféré utiliser mon caméscope, mais juste pour avoir l'air stylé et pour pas que le mec me prenne pour un guignol, j'ai fait exprès de sortir mes trucs les plus impressionnants, voilà, juste pour ça. Alors qu'au final, je me serais pointé avec un trépied, mon caméscope et un micro sans fil. C'est bon, j'avais pas besoin de plus. Mais des fois, tu as besoin d'en faire plus, juste pour que les clients se disent « c'est un vrai professionnel, lui. Ah, j'ai bien fait de l'engager. » Au final, utiliser un hybride à 2000 balles juste pour parler devant son PC, comme on voit souvent sur YouTube, c'est complètement con. Et il faut être une sacrée grosse merde pour faire ça. Je ne vise personne. Moi, tu vois, je me filme avec un smartphone en mode automatique, mais j'ai pas la prétention de croire que ce que je vais dire est tellement important qu'il faut que je fasse une mise en scène digne de Stanley Kubrick. Enfin voilà, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, je voulais juste te parler de ça. Je trouvais que c'était intéressant, peut-être que ça t'a intéressé, j'espère. Peut-être même que ça tombe bien et que ça t'a permis de prévoir un achat un petit peu plus adapté à tes besoins, ce serait cool. Franchement, si tu veux te filmer pour YouTube ou pour plein d'autres choses, je te conseille de rester avec ton smartphone. Déjà parce que tu l'as déjà, donc tu perds pas d'argent, autant que tu dépenses 400 € dans un micro sans fil par exemple, ça peut être vachement cool, plutôt que dans une caméra. Le souci avec le smartphone, c'est que très souvent, tu vas être limité quand tu vas vouloir brancher des choses dessus, genre un micro par exemple. Parfois ça peut être emmerdant de brancher un micro là-dessus. Tu vas aussi être limité avec des petites couillonneries. Ce que j'appellerais des couillonneries, c'est du style la fréquence d'image qui change pendant que tu filmes. Ça, on ne sait pas pourquoi, mais les smartphones aiment bien faire ça. Ou alors des fichiers qui sont corrompus. Donc au moment de faire le transfert, tu te rends compte que la vidéo ne marche pas correctement. Fais chier. Donc parfois tu vas être limité avec ton smartphone. Et si jamais tu as vraiment envie d'acheter une caméra dédiée pour faire de la YouTuberie ou n'importe quoi d'autre, prends plutôt un caméscope. Au moins tu auras une caméra dédiée à ça qui marchera à fond, qui aura tout ce qu'il faut dans un seul et même package. Tu n'auras pas besoin d'acheter des accessoires, à part un micro supplémentaire et encore. Il y a pas mal de grandes marques qui font de la vidéo. Il y a Sony, Panasonic, Canon, et chacune de ces marques a sa propre déclinaison de gamme de produits. Entre les caméscopes grand public, comme celui que j'utilise actuellement et que je t'ai présenté vite fait, les caméscopes professionnels, beaucoup plus complets et pas si chers que ça par rapport à ce qu'ils proposent. Et puis aussi les caméras cinéma, qui coûtent un bras. Il y a les caméras action, il y a vraiment de quoi faire. Donc ce serait dommage de tout de suite se diriger vers un ZV-E10 tout en plastique, parce que tout le monde en parle sur YouTube. Personnellement, tu me crois ou pas, mais même si j'ai du matos beaucoup plus performant et aussi beaucoup plus cher, les 3/4 du temps, je préfère utiliser ce caméscope. Voilà, ça rentre dans un sac, j'ai pas peur de l'abîmer, je peux tout faire avec, j'ai pas besoin d'emporter 50 batteries, c'est super léger. Vraiment, tu peux tout faire avec. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est l'écran tactile, j'avoue. Il est un peu galère, il faut bien appuyer dessus. C'est pas tactile comme sur un smartphone. Voilà. C'est un écran tactile un peu à l'ancienne. Tu sais, c'est des écrans où il faut limite le pincer pour que ça fonctionne. Donc j'avoue, c'est pas super cool. Mais sinon, pour tout le reste, putain, c'est le top. Il n'y a pas mieux. Donc voilà, je préfère ce caméscope à toutes mes autres caméras. Si je veux avoir l'air professionnel, ok, je prendrai mon plus gros Sony avec mon plus gros objectif pour montrer que j'ai des grosses couilles qui traînent par terre, mais ça me fait chier. Je préfère utiliser mon caméscope. En plus, si tu utilises bien ton caméscope, tu peux avoir presque un rendu un peu cinéma, comme si tu utilisais un truc comme ça avec un très gros objectif. Tu peux presque réussir à le faire. C'est pas aussi pratique, c'est sûr. Il va falloir que, au lieu de te filmer genre à 5 mètres, pour avoir un effet de flou d'arrière-plan, il faut que tu te filmes genre à 10 mètres en zoomant au maximum pour avoir une grande longueur focale, mais tu peux réussir à avoir ce genre d'effet. Donc, je ne vais pas dire que ça remplace une caméra cinéma, évidemment que non. Je ne vais pas dire non plus que ça remplace un hybride qui coûterait 800 balles, évidemment que non. Mais tu peux réussir à tricher un peu et à avoir les effets que tu cherches. Donc au final,
bah, commence avec un caméscope. Et je pense que tu resteras longtemps avec un caméscope. Allez, je vais m'arrêter là parce que ça fait un peu trop longtemps que je parle, j'ai la gueule vraiment sèche, et puis voilà. Dans le doute, je suis pas sûr d'avoir prononcé le mot bit dans cette vidéo, donc voilà, c'est fait. Puis voilà, comme ça on se quitte en bon terme. Allez, bisous!